Salut, c'est Ambroise, merci d'écouter ce podcast. Aujourd'hui, on parle du 4e jour de tournage. Alors comme d'habitude, s'il y a un point que vous aimeriez que je développe dans les épisodes à venir ou une question, un doute, vous pouvez le faire facilement avec le Google Form dont le lien est dans la description. Je lis vos questions en fin d'épisode et j'y réponds, comme vous pourrez le constater, dans 14 minutes 58. Et maintenant, place au podcast. C'est la fin de la première journée de tournage et je suis un peu déboussolé. J'ai vraiment été saisi de doute plusieurs fois en me disant pourquoi je fais ce métier, pourquoi je veux faire ce film. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis en train de filmer des trucs pas intéressants. Je suis en train de faire perdre leur temps à beaucoup de gens. Donc un peu dur et en même temps quelques moments où je me dis ah ça c'est chouette, on l'a pour toujours. Ça parle de quoi ce navet? Rien. Tout. Je trouve ça très intéressant, John. Grande film. C'est quoi? Great movie. Comme la première session de tournage, la deuxième a duré 3 jours. Et comme pour la première, j'ai pas du tout pris de notes vocales ou fait d'audio parce que j'étais trop impliqué, stressé dans le tournage. Donc je vais vous raconter tout ça sous forme d'un récit à la première personne. Et pour la petite histoire, j'ai fait ce récit le surlendemain de la fin du tournage. Donc on a fini lundi soir, le mardi on a fait des rendus. Et le mercredi matin, je me suis levé très tôt parce que j'ai fait une mission citoyenne d'accompagner des gens sans papier à l'OFPRA en région parisienne pour qu'ils puissent défendre leur récit. Si vous avez vu le film L'histoire de Souleymane, c'est exactement ce sujet-là. Et donc pendant qu'ils étaient en entretien pour parler de leur vie, moi j'attendais à l'extérieur et j'en ai profité pour raconter ces 3 jours de tournage. Donc voilà, c'est pour ça qu'on entend bien le son des rues. Voilà, je suis dehors, je suis en train de marcher. Désolé pour la qualité sonore, mais normalement c'est assez audible et c'est surtout très frais, c'est juste après le tournage. Voilà, donc je commence par la première journée de tournage, c'est parti. C'était un tournage très très différent de la première session où on n'était que 6 dans un appartement. Là on était plutôt 15 et dans une école de cinéma de 7 étages avec plein de gens dedans. Donc il y avait plusieurs décors, plusieurs personnes. Concrètement on a commencé par la séquence où Sam pousse un chariot, une roulante et Camille le rattrape derrière. Et il croise ensuite Valentine et Pierre dans le couloir. Donc ça me permet cette séquence de dire à la fois de montrer le métier de Camille, elle est régisseuse, de montrer qu'elle est en retard parce que sans doute elle a mal dormi parce qu'elle s'est couchée tard, la relation avec Sam qui est son pote qui la couvre et la relation avec Valentine et Pierre qui sont ses 2 autres potes du tournage. Et voilà, on a tourné la séquence, on a posé la caméra sur la roulante, donc c'est un peu original, c'est comme un travelling où ça me pousse la caméra. Et puis on a fait plusieurs prises et comme je suis dans l'impro, comme je refuse d'écrire des dialogues et qu'on est un peu dans l'impro, je leur disais juste voilà, vous dites bonjour, vous échangez des trucs, c'est plutôt des directions en termes d'énergie. Mais je commence à sentir les limites de cette méthode, de ne pas écrire de dialogue pour les comédiens et de leur parler plutôt de situation et d'énergie. Il faudrait peut-être que je prépare un peu mieux quand même ces choses-là. Parce que parfois, forcément, le problème des humains, c'est qu'on est tous différents. Donc personne n'est dans la tête de l'autre. Et donc quand je dis ouais, tu vois, tu fais ça, il se passe ça, pour moi c'est très clair. Ou en tout cas j'ai l'impression. Et en fait, en face tout le monde reçoit les informations différemment. Et puis en plus le jouer ensemble. Enfin en gros, c'est compliqué de demander à plusieurs personnes de jouer la complicité d'un groupe, l'énergie d'un groupe, alors qu'ils ne sont pas un groupe, ou alors ils le sont que depuis 1 heure, qui se sont vus dans la journée. Donc on fait plusieurs prises où on cale des trucs comme la position pour pas qu'ils se cachent en marchant dans le couloir, le rythme, à quelle vitesse ils vont, qu'est-ce qu'ils se disent à peu près, à quel moment ils parlent. Et puis au bout de 4 prises, je dis un truc un peu particulier, je dis on va essayer la prise mais sans Valentine et Pierre. Juste vous êtes tous les deux, Sam et Camille, et vous rencontrez pas d'autres personnes sur le chemin. En fait j'ai le sentiment que c'est un peu chargé comme plan. Non seulement on rencontre Sam, on rencontre le métier de Camille, mais en plus on rencontre 2 autres personnes et tout ça en très peu de temps, genre en 1 minute, et je me dis on n'a pas le temps de capter. Voilà. Et puis comme je veux qu'ils jouent un truc entre Sam et Camille de l'ordre de Sam se rend compte qu'il y a un truc sur Camille mais Camille ne veut pas en parler, et le fait qu'il rencontre d'autres gens, ça parasite un peu tout ça. Donc bref, on fait la prise juste à 2
Elle marche très bien. Je dis ok, c'est bon, là, on passe à la suivante. Donc ça veut dire que j'ai dit à 2 comédiens, sortez du plan, c'est mieux. Ce qui peut paraître violent dans un schéma entre guillemets classique. Mais bon, comme mon schéma à moi, c'est de chercher, d'improviser, d'essayer les choses, de travailler la matière, je ne veux pas me faire happer par le Ambroise trop dans la considération des affects et des égos des autres, qui dirait non, je peux pas dire un truc pareil, ça se fait pas pour eux. En fait, je suis en train de faire un film et donc il y a des moments où je dois, et j'essaye particulièrement de considérer les autres, et certains moments où je dis non, je travaille la matière et si jamais je dois pouvoir je dois pouvoir faire ce genre d'ajustement. Et dire pardon mais je ne suis pas sûr de moi, je voudrais me laisser la possibilité sur le tournage d'essayer des choses. Là on va essayer avec seulement 2 personnes, là on va essayer avec toi, là on essaye avec toi. Je veux dire, je me dis aussi bon les gens sont payés, ils ne sont pas très bien payés mais ils sont payés. Donc je m'autorise ce genre de décision. Donc là je l'ai fait. J'étais un peu impressionné par ma propre décision. Et ensuite on a fait un plan où la roulante est dans le couloir et sur un palier entre deux escaliers. Et Camille raconte à Sam la soirée qu'elle a passée. Et donc là, c'est un plan que j'avais en tête depuis longtemps. Je me dis, voilà, il faut que Camille, tu lui racontes tout depuis le début. Moi, je ne vais pas tout garder parce que ça va durer 10 minutes, mais je veux que tu te lances. Je ne veux pas qu'on commence la prise au moment où tu dis, et donc voilà. Et là, je suis reparti de chez Kessler. On crée un plan large que je trouve assez joli. Où Camille et Sam sont tous les 2 contre un mur et discutent. Et donc on lance l'enregistrement. Et à un moment je dis à des figurants, vous pouvez entrer dans le champ et repartir, vous allez manger un truc à la table, vous repartez. Et puis voilà, donc la scène dure longtemps, moi je le trouve très bien ce plan large. Mais en même temps j'ai aucun repère. Contrairement à la session d'avant où je pouvais prendre les rushs, les mettre sur la timeline en direct sur mon ordi, regarder ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Là, je me dis, je suis en train de foncer dans une journée, je ne maîtrise plus rien, j'ai pas de frein, il faut qu'on tourne son plan, il faut que je décide des trucs, il faut qu'on tourne le suivant ensuite. Et donc, j'ai beaucoup de mal. Et puis, je suis saisi de doute, je me dis, mais est-ce que c'est intéressant vraiment ? Je vais très vite sur des décisions, mais est-ce que je devrais aller moins vite ? Bref, c'est compliqué. Mais bon, au moins, j'ai un plan large qui raconte Sam qui apprend l'histoire par Camille. Et puis je dis ok, ça me va, pas besoin de faire d'autres plans. Là Fabien, mon chef opérateur image, et Lucas aussi me disent peut-être ça vaut le coup de faire un plan quand même serré au cas où, tu auras le choix, machin, tu pourras couper. Comme j'arrive pas à réfléchir, je dis je vous fais confiance, on le fait. Et donc on filme juste un plan de Camille qui parle aussi un peu. J'ai potentiellement une alternative. Et puis c'est un plan serré sur Camille, donc il n'y a pas de fausse note, quoi. C'est forcément un plan intéressant, c'est le personnage principal. C'est aussi bien de la voir proche, quoi. Il faut alterner les plans larges, les plans serrés pour une question de rythme. Et donc pareil, on fait dire 2-3 trucs à Camille. Voilà. Et puis en cours de route, je me rends compte que je n'ai pas pensé au déjeuner, donc je demande à Maxime et Valentine est-ce qu'on peut gérer un truc. Donc ils se mettent sur le coup parce que c'est des super pros. Ils trouvent un truc sur Deliveroo, quoi. Donc c'est vraiment pas du tout éco-prod, pas du tout les valeurs du film, mais c'est la solution de repli, quoi. Alors, je précise bien que c'est ma faute. J'ai pas prévu le déjeuner et donc ils m'ont proposé plusieurs solutions et j'ai tranché pour le Deliveroo en me disant que ce sera plus simple, un Deliveroo vegan. Donc je précise que c'est pas du tout eux qui en mode on s'en fout, on n'a qu'à faire un Deliveroo, quoi. Ils m'ont juste sauvé, quoi. Voilà. C'est aussi les limites du fait de tout faire tout seul, c'est qu'il y a des choses que j'ai pas faites en fait. Donc peut-être que pour les prochains tournages, j'aurai quelqu'un qui va m'accompagner. Enfin, j'espère, si je peux le payer. À suivre. Vous en voulez plus ? Et comment ? Tu nous tiens en haleine. C'est qui ce type ? Et on prépare le plan d'après qui est dans la cafétéria à l'étage. Et d'un coup je me dis l'après-midi va être plus détendu parce qu'en fait il y a surtout ce plan déjeuner que je veux faire. Et après c'est tout, quoi. Donc je me dis la matinée était dure parce que je sais pas où je vais. Parce que je sens bien que c'est aussi perturbant pour les comédiens. Et puis après on tourne le plan du déjeuner, on assoit tous les 4 à une table. C'est assez joli, c'est plutôt chouette, c'est vraiment les plans que j'affectionne. C'est toujours un seul plan fixe, où on voit 4 personnes qui discutent dans le même plan. Et donc ça c'est chouette. Donc je fais asseoir Camille sur le bord, Sam est de dos, et Pierre et Valentine sont face à nous. Donc là c'est intéressant, ça devient est-ce que
Vous arrivez à créer une complicité entre vous dans la discussion. Puis après, Pierre interroge Camille sur le fait qu'elle a l'air fatiguée, il demande ce qu'elle a fait hier, donc elle ment. Puis ensuite, Camille reçoit un message, sans doute de Kessler. Voilà. En fait, ce qui est perturbant, c'est que quand ça tourne pas, ils discutent tous les quatre. Puis dès qu'on dit action et que tout le monde se tait et qu'il y a une caméra braquée sur eux, c'est pas facile de continuer à jouer, à discuter naturellement. Et on s'en rend compte et c'est marrant, donc on travaille, on essaie de trouver un peu des astuces là-dessus. Ils essaient de... Donc voilà, première prise, ils racontent une anecdote un peu marrante sur un vrai truc de tournage qu'ils ont fait, ça les fait rire. Mais bon, à la deuxième, c'est tout de suite moins drôle parce qu'on l'a déjà entendu, donc ils essayent autre chose. Et ils sont là à dire, bon, quelqu'un a une histoire à raconter, une anecdote marrante pour nous lancer. Et puis voilà, en fait, faut se chauffer quoi. Et ils arrivent très bien au final. Au final, on passe un peu de temps à filmer cette scène, c'est normal, plusieurs minutes. Je dis pas action parce que ça tourne au cas où. Pour la continuité, quoi, pour pas sacraliser le moment du jeu parce que je veux un naturel, voilà. Mais ils savent quand ça tourne, bien sûr. Et puis c'est bien, ils sont chauds, je commence à faire des petits ajustements, à dire ok, on va la refaire, mais en serrant un petit peu plus ça, retrouver un peu des rires. Toi, fais ça à ce moment-là plutôt. Et puis à un moment, on a une prise que j'aime beaucoup. Alors je dis attendez, coupez, ouais, je veux bien la revoir. Là, je la revois et je me dis ok, c'est bon. On a 2 minutes extraordinaires. Je dis extraordinaire parce que c'est juste 2 minutes pures, quoi, naturelles. On voit des gens se marrer, des gens qui se chevauchent, des petits regards, des petites approximations. Et puis Camille qui reçoit son texto là-dedans, donc il y a un peu de narration du film là-dedans, mais j'ai l'impression d'avoir capté du réel. Et donc je suis trop content. Ils ont vraiment assuré. Et ensuite, je dis bon bah vas-y, on a peut-être le temps, on discute avec Fabien parce qu'il est 16h je crois, enfin bref. Je dis vas-y, on tente de faire le plan au stead où Camille dit au revoir à ses collègues et marche dans la rue parce qu'elle va pas boire un verre avec eux, elle va juste retrouver Kessler. Donc on s'installe dehors devant l'école pendant qu'on charge le camion avec le reste du matériel qui ne sert plus. Bref, la fin de journée se passe plutôt bien, c'est plutôt des bons rouages, ça s'enchaîne. Je dois saluer les étudiants de l'école qui m'ont vraiment donné un sacré coup de main. À toute l'équipe, ils ont été au four et au moulin, à surveiller le matos, à faire le clap, à faire la figure, à aller chercher des trucs à bouffer. Donc franchement, merci à eux. Et puis toute l'équipe, bien sûr. On finit le plan stead. Alors j'aime bien parce que je suis détendu. Je me dis, ok, dans ma journée, c'est sûr que j'ai quelques trucs exploitables, donc c'est pas perdu. Je reprends un peu du poil de la bête. Et donc dans ce plan, je prends ça va être ridicule, mais je prends une mini décision de mise en scène, c'est que en gros on a les quatre copains qui se disent qui genre sortent du bâtiment où ils tournaient et qui marchent dans la rue pour aller boire un coup. Et donc on filme la rue vide et on fait ce qu'on appelle une entrée de champ, où les 4 rentrent dans le champ, s'arrêtent et disent bon on fait quoi, on va boire un coup, machin. Et on le fait une fois, 2 fois, et la deuxième fois je me dis mais c'est vraiment trop bizarre de vous voir rentrer dans le champ tous les 4 et vous arrêter, on dirait vraiment que c'est préparé, enfin on dirait un plan de télévision quoi. C'est comme si la caméra vous attendait, donc d'un coup c'est pas très réaliste quoi. Donc en fait le plan commence par les 4 immobiles qui disent rien et on sait pas pourquoi. Et au bout de 10 secondes, Sam dit, parce que Sam il entend des trucs à l'oreillette tout seul, que nous on l'entend pas, Sam dit ouais Kylian c'est bon on est sorti. Et là d'un coup tout le monde fait ah allez c'est bon. Et en fait on comprend ce qu'on voyait depuis le début, c'est des gens qui attendent que Kylian à l'autre bout du talkie leur dise quelque chose. Et donc j'aime bien, je me dis c'est un petit mystère, on voit ces 4 là qui attendent debout sans rien faire, on se demande pourquoi. Et après en fait on comprend. C'est des situations dans la vie parfois où on attend, des petits suspens, qui sont pas toujours très intéressants à filmer, même a priori inutiles, mais c'est pour ça que c'est bien. Et puis Camille s'en va, on la suit au stade et c'est très beau. Les copains marchent dans le fond et elle marche vers nous. Puis ensuite on range le camion et la journée n'est pas finie puisqu'on va décharger le matériel sur le décor suivant. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Je monte avec Maxime le régisseur. On lui dit voilà, quelqu'un est chaud pour nous aider et Kylian nous dit qu'il est chaud, donc vraiment merci encore à lui. Et donc on monte dans le camion tous les 3 et la journée n'est pas finie pour nous puisque on a 30 minutes de route et puis ensuite on a 30 à 45 minutes de déchargement du matos. Après sur la route c'est l'occasion d'écouter des musiques qu'on aime, de parler, de se raconter des trucs, plein de moments super sur les tournages où on discute quoi. Voilà, on sort le matériel sur le décor du lendemain pour gagner du temps. Et ensuite, je les dépose en camion un peu plus loin. Et je vais garer le camion dans un truc qui s'appelle Parking La Rosa, du nom de la personne qui gère ce parking. C'est à Porte de la Chapelle, à 100 mètres du périph'. C'est un parking avec énormément de camions de l'audiovisuel qui sont gardés en toute sécurité. Mais c'est vrai que quand j'arrive, j'ai un peu l'impression d'être dans GTA. C'est-à-dire que ça reste quand même un terrain vague entouré de tôles et de barbelés.
Il y a 2 mecs qui gèrent ça dans un Algeco. C'est vraiment lunaire comme endroit. Et donc je découvre ça parce que moi je suis pas régisseur, donc les régisseurs connaissent ce plan, ce parking, mais moi non. Et voilà, donc je gare le camion et puis après je rentre à pied. Voilà, j'ai 25 minutes de marche, 30 minutes, je décompresse. Et ensuite c'est le lendemain. Franchement la journée, je sais pas quoi en penser, j'apprends beaucoup puisque j'ai l'impression de voir mes limites, mais bon, je veux pas tirer de conclusions trop hâtives, il faut toujours voir ce que ça donne sur la timeline de montage. Voir si ce qu'on a tourné est bien ou pas. Mais parfois je me dis c'est pas assez, c'est trop. Il manque des choses, c'est pas assez généreux, il manque du travail. J'ai un peu peur de ça. Parce que ma méthode c'est quand même de ne pas me tuer à la tâche, quoi. Et au contraire de laisser un peu plus d'imprévu, d'approximation, et c'est ok. C'est ok. C'est un pari risqué, hein. Je travaille beaucoup quand même, je passe du temps à travailler sur le film, mais je ne suis pas finisher, quoi. Je ne veux pas régler dans chaque détail à la seconde près parce que j'ai pas les moyens de le faire et je crois que j'ai pas envie de le faire. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. On termine dans un instant avec les questions que vous m'avez posées. Vous pouvez soutenir le film en partageant ce podcast autour de vous et en laissant quelques étoiles pour son référencement. Vous pouvez aussi soutenir ce film financièrement grâce à notre page Tipeee dont le lien est dans la description. Merci beaucoup. André me laissait entendre tout à l'heure que vous avez quelques problèmes pour terminer le film et pour acheter la pellicule. C'est juste que nous avons... Eh bien, il va de soi que je suis prêt à partager mon pécule. Hein. Merci. Je serai ravi. Je serai ravi. Merci beaucoup. C'est gentil. Et aujourd'hui, 4 commentaires ou questions que je découvre en direct. Alors, comment je peux le... Voilà, je vais juste le mettre en page. Hello, question que j'ai déjà posée sur l'épisode 12, mais je ne savais pas qu'il y avait un Google Form, donc je pense que c'est un commentaire YouTube. Voici ma question. Quand tu es le créateur d'un projet, que tu es à l'initiative de rassembler des gens autour d'une œuvre, comment toi, tu fais pour te libérer de la pression de devoir montrer aux autres que tu gères ? Je te donne un exemple. Moi, dans mes projets, j'ai le sentiment que pour être crédible, je dois avoir réfléchi à tout, de toutes mes solutions sont pertinentes, tout soit réfléchi, qu'il ne reste qu'à exécuter. Et donc, quand une personne avec qui je travaille me pose une question pour laquelle je n'ai pas la réponse, j'ai peur de passer pour un bouffon car je n'ai pas la réponse. Comment toi tu te libères de ça ? Est-ce que c'est simplement avec la confiance que les autres ont en toi, les liens que tu as créés avec eux, mais du coup s'il n'y a pas de relation ultérieure, comment faire ? Je pense que tu voulais dire relation antérieure. N'hésitez pas à signer vos questions, hein, si vous voulez, c'est pas obligatoire, mais ça aide à avoir l'impression que je réponds à une personne précise. Bon, tu poses en gros une question vraiment passionnante. Moi, ce que je vois beaucoup là-dedans, c'est la question du regard des autres. Parce que tu dis beaucoup comment être crédible, comment pas passer pour un bouffon, etc. Moi, j'ai une réponse vraiment catégorique là-dessus, c'est que, en fait, est-ce que t'es un bouffon ? Je veux dire, il y a que toi qui le sais. Et s'il y a quelqu'un qui pense que t'es un bouffon et que toi tu penses que tu l'es pas, tu le laisses penser ce qu'il veut. Toi, tu sais ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Donc, en vrai, il faut toujours que ça parte de toi. Et le regard des autres, il est terrible quand il est en nous-mêmes. C'est-à-dire que si tu regardes ce que tu fais en disant « Merde, j'espère que ça va plaire voilà, », et qu'en fait, c'est le regard des autres, ce qui compte, c'est ton regard à toi. Donc, il faut te solidifier toi, il faut savoir pourquoi tu fais les choses. Qu'est-ce que tu aimes vraiment ? Quel est ton goût ? Il faut avoir de la sûreté dans ton goût et dans tes tripes. Et donc ça, c'est de l'expérience, c'est de la confrontation, c'est de la lecture, c'est plein de choses. Il faut vraiment que tu saches qui tu es, où tu vas et pourquoi tu fais les choses. Et si toi-même, tu as un doute, je veux dire, si ça te dérange que quelqu'un te dise « Mais attends, tu sais pas ça ?» c'est que toi, tu as un doute. Donc, il faut que tu travailles cette question. Alors que quand tu sais très bien, quand tu connais un peu tes forces et que tu sais où tu vas et avec quels moyens, il n'y a rien qui peut te déstabiliser. Donc je pense que c'est un gros travail personnel d'abord. Après, effectivement, au début de sa carrière, on a souvent plus à prouver, donc on a tendance à verrouiller plein de trucs, à avoir des réponses sur tout, à dire voilà, moi j'ai bossé ça. Et souvent, on entend des artistes plus tard, quand ils sont bien installés, dire ah oui, là j'étais en roue libre, je savais pas trop ce que je faisais, ce qui est souvent insupportable parce qu'ils se rendent pas toujours compte qu'ils ont un capital symbolique derrière eux, toute leur œuvre qui parle pour eux. Et il y a des gens dans les métiers qu'ils font, pas seulement artistiques, à qui on demande en permanence de savoir ce qu'ils font et qui n'osent pas dire je ne sais pas ce que je fais. Moi, je pense que c'est très sain de dire là, je sais pas ce que je suis en train de faire, il faut que tu me réexpliques, ou il faut qu'on en parle, ou il faut qu'on fasse une pause. Il faut pas hésiter à le faire. Et comme on est tous bidons, je pense que personne peut te reprocher de dire à quelqu'un, de dire à un moment, attends, en fait, là, je sais pas. Ça soulage tout le monde. On a toujours l'impression que les autres savent, mais en fait, les autres savent pas plus que nous, ou alors ils savent pas. Et quand les gens savent, ils ont bien travaillé le truc, et tant mieux. Mais souvent, les gens savent pas. Parfois, on croit que les gens pensent des trucs, et en fait, ils les pensent pas. Et parfois, il faut juste en parler. Voilà, donc j'en suis à ce stade de ma vie, mais bon, j'ai 38 ans, j'ai fait des trucs, j'ai encore beaucoup à apprendre évidemment,
Mais j'ai jamais regretté de dire à quelqu'un « Oula, là j'en ai aucune idée ». Ça c'est vraiment toujours, ça soulage de ouf quoi. Deuxième question. Salut, merci pour le podcast et les étapes de la création, les doutes et les choix opérés. Tellement hâte de voir le film. Concernant les lieux et décors, tu ne veux travailler qu'en région parisienne ? Oui, c'est ma réponse. Parce que c'est moins cher, puisque c'est là que j'habite et c'est là que tous les gens avec qui je travaille habitent. J'avais pensé tourner des scènes dans une autre ville que Paris, mais plus ça avance, plus je me dis que ça va être trop cher d'y aller, parce que je voulais faire des scènes sur la plage. Mais tant pis, ce sera des scènes au bord de la Seine. Troisième question sur 4. Bonjour, je vous recommande de regarder le film Le Répondeur de Fabienne Godet. Il peut être source d'inspiration pour votre film, notamment en ce qui a trait à la question morale du mensonge, bien à vous. Merci beaucoup pour cette recommandation. Alors, figure-toi que c'est vraiment pas la première fois qu'on me recommande ce film et que je l'ai vu il y a 10 jours, 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc, extrêmement intéressant. Je comprends pourquoi on me le recommande. Donc, c'est un film qui s'appelle Le Répondeur, où c'est quelqu'un un écrivain public qui embauche un humoriste qui galère, imitateur, pour imiter sa voix au téléphone et donc répondre au téléphone à sa place pour pouvoir se concentrer sur son livre. Il y a énormément de points communs avec mon film, c'en est même troublant, mais j'ai pas du tout aimé la façon dont le film était fait, l'exécution du film. Je vais pas développer ici pendant des heures, mais en gros, je trouve que le film est didactique, nous prend par la main tout le temps, nous montre les choses les unes après les autres, crée à tout prix des arcs narratifs qu'il faut boucler. Il se passe un nombre très très élevé de choses complètement improbables de mon point de vue. Essaye de faire des variations un peu autour du thème de l'art, du double, de façon très très maladroite avec les tableaux de la fille de Podalides, etc. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses qui marchent pas, et surtout qui marchent pas d'autant plus qu'on voit les intentions, quoi. Et donc ça, c'est dommage. Et un exemple intéressant pour comparer avec le film que je suis en train de faire, c'est le début. Dans Le Répondeur, on voit l'imitateur travailler dans un centre d'appel, donc il galère, on comprend qu'il a un boulot alimentaire, et puis le soir, il fait sa représentation, on comprend qu'il est très bon imitateur. Et puis après, il y a Podalides qui vient le voir dans la loge, qui dit « Est-ce qu'on peut se parler ? Vous me connaissez pas, je suis écrivain. » Il dit « Ah oui, ma mère aime beaucoup ce que vous faites. » Et ils discutent. Et puis après, ils vont dans l'appartement du gars, et il lui dit « Voilà, j'aimerais que vous enregistriez, que vous répondiez au téléphone à ma place, etc. » En fait, tout ça dans mon film, c'est pas dans le film, c'est avant le film. Parce que mon film commence au moment où vraiment, c'est même pas la première fois qu'elle enregistre quelqu'un, elle apporte l'enregistrement à Kessler. Là, dans le film, si on comparait, c'est le film, Le Répondeur commence, ce moment-là, il arrive au bout de 25 minutes de film, je pense, ou 30 minutes. Et en fait, et donc tout le début, j'en ai rien à foutre. Je préfère voir l'exécution du plan. Et qu'est-ce que ça fait pour quelqu'un d'imiter quelqu'un d'autre, de prendre sa place, etc. Plutôt qu'on m'explique, qu'on me fasse rentrer dans le film vraiment par la main, quoi. Donc ça, c'est très différent. Après, je trouve que c'est complètement improbable qu'il arrive à imiter la voix au point qu'on le reconnaisse pas. Genre vraiment, ça se voit à l'image que c'est pas sa voix, qu'il a été doublé, que c'est un mélange de voix. Enfin, le marketing du film joue un peu là-dessus, mais c'est quand même un peu ridicule, je trouve. Après, il y a des trucs très bien dans le film. Je pense qu'il y a des points positifs, mais globalement, j'ai trouvé que le film survolait son sujet et ne rentrait jamais vraiment dedans, quoi. Il y avait une idée intéressante, mais voilà. Donc c'est pas du tout le genre de film que je veux faire. Mais je comprends pourquoi ça a été recommandé. Et enfin, quatrième et dernière question. Bonjour Ambroise, j'ai une question qui me vient suite à une remarque sur le fait que tu demandes des retours à beaucoup de gens de ton entourage. J'imagine que vous n'avez pas tous les mêmes goûts cinématographiques, et comme tu as dit avoir beaucoup aimé le podcast de La Gêne Occasionnée, je pense que tu apprécies les non-dits dans les films, la dilatation du temps, le naturel, ça se sent quand tu décris ton film. Du coup, que fais-tu des avis des personnes qui te diraient que ton film les ennuie, que ça manque de rythme, etc. Plus globalement, pour qui fais-tu le film ? Pour toi ou pour plaire au plus grand nombre ? Toute proportion gardée, on sent bien que tu n'as pas envie de faire un film grand public pour autant, tu as des idées tranchées sur ce que tu veux faire, et c'est tout à ton honneur. Merci à toi et désolé pour le pavé. Pas de souci, merci pour la question. Alors j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que les gens s'ennuyaient un petit peu dans les 15 premières minutes. C'est la première scène que j'ai montrée, le face-à-face entre Kessler et Camille. Enfin, j'ai eu beaucoup de retours. Plusieurs personnes m'ont dit ça m'intéresse moins, ou ça me fait un peu décrocher, ou alors je rentre vraiment dans la scène qu'à ce moment-là, donc peut-être qu'avant on peut alléger. J'en ai tenu compte, j'ai essayé une version un peu plus dynamisée. De toute façon, c'est prévu. Quand tu montes un truc, tu le revois toi-même après, tu dis est-ce que moi-même ça m'ennuie ? Donc en fait, la question est très simple. Je pense que j'en ai déjà dit, je fais le film pour moi. Avant tout, je veux que le film me plaise, je veux être fier du film, je veux pouvoir le regarder dans 10, 20, 30, 40 ans en me disant « Ah, c'est trop cool d'avoir fait ce film, il touche tout ce qui me plaît ».
Faire un film pour le plus grand nombre, c'est une expression évidemment horrible. Enfin, c'est horrible parce que jusqu'ici, elle est utilisée pour des films qui cherchent le plus grand dénominateur commun. Par exemple, on va faire un film sur le Comte de Monte Cristo, parce que tout le monde connaît le Comte de Monte Cristo. Ou on va faire un film avec tel comédien, parce que tout le monde aime ce comédien. Ou alors, on va faire un film qui n'est pas trop subtil, parce qu'il y a des gens qui peut-être regarderont le film avec d'un air un peu distrait, il faut quand même qu'ils puissent comprendre. Donc, on va enlever les trucs subtils. Bon, je fais ça à gros traits, mais on a compris. Or, moi, je pense qu'on peut aussi dire faire le film pour le plus grand nombre, c'est aussi faire un film extrêmement subtil, ou entre guillemets, qui demande, qui surprend, qui interroge, qui perturbe, et qui appuie sur des choses très très intimes, parce qu'en fait on est tous comme ça, animés par des choses très intimes, peut-être des mini-questions. Là. Peut-être que le film Amélie Poulain est un bon exemple pour ça, parce que le film Amélie Poulain est très bizarre, très étrange, on voit dans le film des choses qu'on n'a jamais vues, et pour autant il a réussi à toucher vraiment, pour le coup on peut dire le plus grand nombre, parce qu'on s'est tous dit d'un coup, mais c'est vrai, moi aussi j'aime les petites choses de la vie, moi aussi je mets mes mains dans des graines, moi aussi j'aime bien casser les crèmes brûlées, enfin avec le dos de la cuillère, voilà. Et je pense que dans la série Bref, il y a aussi un petit peu ça, il y a le côté, on s'est tous identifiés à ce gars qui pourtant est très très singulier. Et je pense pas que la série Bref a été faite pour le plus grand nombre. Ils ont vraiment fait un truc hyper personnel, et il se trouve que, parce que c'était personnel, ça a parlé à tout le monde. Donc je crois que quelque part, mon sujet de vouloir entendre ce que les gens disent de nous, c'est quelque chose pour le plus grand nombre. Dans mon rêve, j'aimerais que les spectateurs, en gros, ou la plupart, voient le film et se disent « Ouah, c'est surprenant, j'ai jamais vu ça, mais en fait ça me plaît et je suis content ». Ça, c'est vraiment toujours la plus belle émotion qu'on peut avoir devant une œuvre d'art, je pense. Je m'y attendais pas et j'adore. Donc quand je demande leur avis aux gens, c'est aussi pour notamment cerner quand il y a un gros loup, quoi. Quand il y a vraiment un truc que j'ai pas vu, ils disent « Fais gaffe, là, c'est vraiment ridicule, ou c'est pas bien, ou ça marche pas du tout ». Et si tout le monde me le dit, je pense que j'en tiendrai vraiment compte. Merci beaucoup pour vos questions, et n'hésitez pas pour le prochain épisode. À plus.